Bonjour. Pour aborder l'actualité du tourisme ce mois-ci, j'ai quelques invités. À ma droite, pour une fois je ne vais pas me tromper, Richard Venopoulos, le président de Tourcom. Toujours à ma droite, Christian Roffineau, alors avec plusieurs casquettes, relations presse de Salin, de Visite Europe, Visite France, communication aussi pour eux. Également pour Salin, la direction des départements tout nouveau qui est sur le tourisme durable ou responsable, ça dépend. Et puis le président du SNAV que tout le monde connaît, Jean-Pierre Masse, et à ma gauche, à mon extrême gauche, un jeune Italien, fringant, qui est qui est directeur général France de MSC et Benelux de MSC Croisière, Herminio Eschenna. Alors, aujourd'hui, pour commencer, le premier sujet, ça va être la COP21. Elle vient se terminer. Le tourisme est évidemment un acteur qui dépend et qui produit de la pollution, mais qui dépend je dirais, de la bienveillance qu'on peut avoir par rapport à l'environnement naturel. À mon avis, puisque tu es toi également dans tes nombreuses activités, Christian, responsable d'une association, tu contribues, participes à une association qui s'appelle Objet, et qui organise des opérations par rapport à l'environnement et au tourisme dans des pays qui vivent du tourisme et qui ont besoin de protection, justement, à ce niveau-là. Je vais te donner la parole pour nous ouvrir la discussion. Qu'est-ce que c'est que le lien entre tourisme et environnement, déjà, par exemple? C'est un programme, mais très condensé. Oui. D'abord, tourisme durable. Il faut redéfinir ces deux termes. Tourisme, on parle de quoi? Moi, je ne parle que du tourisme d'intermédiation, c'est-à-dire celui qui est pratiqué par les agences et les tours opérateurs. Ensuite, le durable, il y a deux volets. Il y a le volet environnemental et le volet humain. Le volet environnemental, le tourisme d'intermédiation n'a aucune responsabilité dans le réchauffement climatique. Le tourisme environnemental, c'est une problématique qui veut résoudre le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre et qui menace tous les équilibres sur Terre. C'est 40 milliards de tonnes par an, ces émissions, toute activité confondue. Ces 40 milliards, la principale c'est l'industrie, l'agriculture et le transport. Le transport c'est 26% de ces 40 milliards, donc à peu près 10 milliards. 85% de ces 26%, c'est le routier, tout confondu. Le routier, professionnel, privé, etc. 15%, c'est l'aérien. Et 1%, c'est le maritime. Le ferroviaire, c'est moins de 1%. Donc on est... le GIEC et l'OMT ont pris dans ces différentes catégories la part qui revenait au tourisme. Donc ils ont calculé une part du transport aérien, une part du transport terrestre. Ils ont ajouté l'hébergement et les activités. En tout, ils ont calculé 2 milliards pour le tourisme. Total, pas d'intermédiation. D'impact. 2 milliards. Ce qui représente 5% des 40 milliards. Sur ces 5% de 40 milliards, 75% est dû au transport, 22% à l'hébergement et 3%... Alors, attends, je finis. Et 3% aux activités. Les agences de voyage et les tours opérateurs n'ont pas la maîtrise de l'aérien ni de l'hébergement. Je finis, j'en ai encore pour deux. N'ont pas la maîtrise de ces... Ils sont sous-traitants. Ils s'adressent à des sous-traitants. Donc, il reste les 3% d'activités. 3% d'activités qui correspondent aux activités sportives, aux excursions, etc. Mais total. Donc, sur ces 3%, 1% est dû aux agences de voyage, aux clients d'agences de voyage et de tours opérateurs. 1%, ça fait 100 millions de tonnes. Compte tenu du marché français de la outgoing, c'est quelques milliers de tonnes. Alors, se mobiliser pour une goutte d'eau comme celle-ci, c'est contre-productif, c'est coûteux et c'est dérisoire. Je pense que le combat
du tourisme d'intermédiation n'est pas du tout dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est ailleurs. Alors, il y a quand même, enfin, il me semble, c'est pas que le problème de l'environnement, c'est pas que le CO2, les émissions, ceci, c'est aussi l'emprise sur le territoire. Quand on a une Riviera qui commence à être bétonnée de partout et que, en conséquence, avec des hôtels, des villas, des résidences, et qu'on a en conséquence derrière des coulées de boue dans les villages, ça pose un problème. C'est différent, c'est aussi de l'environnement. C'est pas de la responsabilité de l'intermédiation. D'une part, mais là on confond un élément important que les politiques ont reconnu il n'y a pas très longtemps. C'est pas la construction de la Riviera en elle-même, c'est la perte des éléments qui protégeaient les terrains de cette époque-là, comme les arbres, comme les forêts, comme les rues qui ne sont plus protégées, où il y a eu des reconstructions, mais aucune protection par rapport à ça. Donc les débordements se sont faits tout à fait naturellement. Et ce qui s'est passé à Cannes et dans la région de Côte d'Azur, c'est tous ces éléments qui ont été oubliés par les politiques dans la restructuration des bâtiments. Mais c'est pas forcément une Riviera qui est construite. Si la Riviera est construite intelligemment et dans le bon sens, ça ne pose pas de problème. C'est les 70 surtout qui ont posé problème. Non, mais il y a eu, oui, ça, c'est. Mais j'imagine que vous, les croisiéristes, vous avez à un moment donné communiqué sur les peintures que vous mettiez sur vos coques, parce qu'elles laissaient moins de dépôts. C'est là où je veux dire que tourisme et durabilité ou protection de l'environnement, c'est pas que les émissions de gaz. C'est aussi, je pense, la protection du milieu ambiant, de la qualité de l'air, de la qualité des eaux. C'est différent. mais si j'assume et je m'approprie la répartition faite, c'est-à-dire entre le tourisme d'intermédiation et une compagnie de croisière, notre démarche s'inscrit non pas dans l'intermédiation, mais dans la production. C'est-à-dire on est là dans une autre activité avec d'autres impacts. Déjà, je ressouligne que c'est 15% le maritime dans le cadre des émissions à effet de serre, donc c'est un impact mineur, mais cet impact qui est mineur en pourcentage, donc en poids sur la planète, n'est pas considéré comme mineur par l'industrie de la croisière, encore moins par MSC Croisière, puisque les industriels font de considérables efforts justement pour réduire au maximum cet impact, bien que minime à échelle planétaire. Mais pour cela, et donc là on est vraiment sur un périmètre industriel, il faut bien évidemment une prise de conscience, il faut une volonté, il faut aussi des moyens. Puisque la peinture que tu évoques a un coût supplémentaire qui est impressionnant. L'utilisation de moteurs avec d'autres carburants pour le déplacement des grands paquebots de croisière a aussi un surcoût. Donc la prise de conscience médiatique, sociétale, ne suffit pas s'il n'y a pas une volonté, dans le cadre qui est le mien, industriel, avec le support de véritables moyens, où cette prise de conscience prend de l'efficience et de l'efficacité. Autrement, on reste sur un périmètre de grandes déclarations, justement, qui n'auront pas de conséquences positives sur la planète. J'insistais sur cet aspect-là pour bien montrer que l'environnement, en ce qui concerne le tourisme, c'est pas uniquement le CO2, les émissions de gaz, mais aussi parce que l'intermédiation, est-ce qu'on peut, franchement, quand on parle d'environnement, séparer la chaîne de valeur du tourisme, c'est-à-dire partant du client jusqu'au producteur initial? Est-ce qu'on peut, sous prétexte qu'on est agent de voyage et qu'on dégage que l'empreinte carbone de son agence, se dire qu'on n'a pas d'impact? C'est l'ensemble du tourisme qu'il faut regarder. Je ne sais pas, d'un point de vue institutionnel, qu'est-ce que vous en pensez? Ce débat m'ennuie assez souvent. Assez souverainement, surtout, assez souverainement. Prendre pour cible le tourisme en disant, comme tu l'as dit à l'ouverture, le tourisme produit de la pollution, c'est un non-sens. Christian l'a très bien défendu. Le tourisme produit du développement. C'est beaucoup plus important que la production de la pollution. Et quand on voit l'impact du tourisme sur le développement d'un certain nombre de pays et le fait que le tourisme permet à de nombreuses familles de vivre alors qu'elles auraient à peine survécu sans le tourisme a un impact positif. La démarche environnementale, ensuite, est une démarche personnelle. Accabler le transport aérien, accabler les déplacements touristiques en disant si vous restiez chez vous, vous produirez moins de CO2, c'est une absurdité à laquelle je n'adhère pas et qui vraiment, c'est un débat qui est sans intérêt.
Donc finalement, les conclusions de la COP 21, pour vous, c'est à la fois... Non, parce qu'il y a un deuxième c'est volet. ça. Il y a un deuxième C'est des volet. démarches individuelles. Oui, après. c'est des démarches. Non, mais il y a un deuxième volet. C'est le volet social et humain. Là, les tour opérateurs et les agences de voyage ont une responsabilité à 100%. Parce que les formules qu'emploient les tour opérateurs et les agences de voyage pour envoyer leurs clients dans les pays, ils sont complètement responsables. Ce sont la partie activité. Et là, il y a une responsabilité et une action à mener du tourisme d'intermédiation. C'est-à-dire qu'il faut aider ces populations à continuer à bénéficier du tourisme, mais nous devons les protéger grâce à des formules, à des systèmes. Je prends un exemple tout bête. Vous avez les rizières en terrasse en Chine, dans une province, Huangyang. Depuis la labellisation de l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, il y a un afflux de touristes extraordinaire. Ce qui fait que ces rizières et terrasses, qui est vraiment un spectacle époustouflant, les habitants commencent à dire, tiens, on va faire du tourisme, on va essayer de développer des petits business du tourisme plutôt que de continuer à cultiver dans la misère nos rizières. Ce qui fait que de plus en plus ces rizières vont être abandonnées et les habitants se consacrer à l'accueil des tourismes, au business des tourismes. Que se passera-t-il si un jour il n'y a plus de touristes? Ils n'ont absolument plus leur mode ancestral économique, leur modèle économique. Donc le tourisme doit, et on est avec Salin, avec National Tour, avec Visit Europe, on met en place justement des micro-sociétés qui deviennent ensuite des prestataires de tours opérateurs pour essayer de développer économiquement ces populations tout en les gardant sur des bases authentiques et ancestrales. Alors, pour conclure ça, je vais juste souligner un truc. Je pense que les professionnels, que ce soit les croisiéristes, les hôteliers, même les transporteurs qui font beaucoup de travail sur l'impact de leur motorisation, leur bruit, etc. Je pense que l'ensemble du secteur touristique fait déjà d'énormes efforts et depuis 20 ou 30 ans a largement diminué son empreinte. Ce qui m'étonne, et ça ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion, c'est que dans le cadre de la COP 21, il n'y ait pas eu franchement de quelqu'un pour valoriser cet impact. On a l'impression que les professionnels font de l'impact, font des gros efforts, mais ils ne s'en servent pas pour communiquer. C'est une étrangeté avec laquelle je vous laisse réfléchir pour l'avenir. Il y a eu un débat sur le tourisme dans les petites îles qui a été mené par un professeur de droit qui s'appelle François Vélas et qui mesurait bien l'impact et les retombées positives et les risques potentiels de disparition des îles qui sont à moins d'1 mètre du niveau de la mer avec une montée du niveau des océans. Non, le tourisme n'a pas été totalement absent de la COP 21. Bon, bah écoutez, on va... Je finis. Je suis déjà à 11 minutes. Juste pour revenir au tourisme d'intermédiation, un jour ou l'autre va nous tomber sur la tête une taxe de compensation. C'est un peu... T'as une de plus, on va dire. Voilà. Non, Elle va tomber sur les transporteurs, oui, certainement. mais pas forcément sur les clients. Et là, Toujours. On sera impacté. Répercuté de toute Moi, façon. je dis qu'il faudrait anticiper en Faut que essayant... Ça sera tellement missionné. Et il est passionnant, parce que si on reste sur cette répartition, encore une fois, donc l'intermédiation, est-ce qu'un rôle d'intermédiation appliqué à un problème sociétal ne peut pas être que d'orienter le choix du client final? Rappelez-vous, vous dites que l'intermédiation C'est est une en train de question, disparaître. Oui, aussi. c'est une question, mais cette taxe-là, VDM par exemple, Voyageurs du Monde la défend, moi je trouve que c'est une amende, c'est une punition. Il y a une manière beaucoup plus positive, c'est-à-dire de créer une sorte de fondation des métiers de l'intermédiation qui permettent de monter ces actions et d'abonder avec Et de les financer, donc. et de les financer, et j'ai le système pour les financer, et d'abonder par des ministères de la coopération ce budget-là, qui nous permettent de dire ensuite, nous, ça y est, on a notre place, l'électrification de Borloo. Le tourisme est un levier de développement, tout comme l'électrification. Je vous remercie. On va couper sur ce sujet et on va passer à un autre. À tout de suite.
Alors pour reprendre notre débat, on va changer de thème. Le nouveau thème, vous savez, les premiers chiffres sur l'impact économique dans le tourisme français, parisien, commencent à tomber. Hier, j'ai vite aperçu des chiffres avec de l'ordre de moins 24%. Vous avez certainement tous ces chiffres beaucoup mieux que moi. Le président du SNAF, je vais vous laisser forcément l'introduction de ce deuxième sujet. Le président du SNAF, le SNAF s'intéresse beaucoup à l'impact économique des phénomènes dits exogènes, étrangers à la profession. Quand on regarde les impacts des attentats historiquement, ce qui n'est pas inintéressant, on constate qu'à New York en 2001, l'impact a duré 3 mois. L'attentat était plus qu'impressionnant, extraordinaire. Extraordinaire, oui. 3 mois, pas plus. Février, janvier même, l'activité avait repris son cours normal. En Londres, en 2005, l'impact a duré également 3 mois. À Madrid, en 2004, il n'y a pas eu d'impact de l'attentat de la gare d'Atocha. 194 morts à la gare d'Atocha. C'est beaucoup. Il n'y a pas eu d'impact sur l'activité économique touristique en Espagne. À Londres, je le disais en 2005, l'impact a été plus fort sur l'activité tourisme pendant 3 mois et nul sur l'activité voyage d'affaires. Et à Paris, en janvier 2011, on a eu un impact de moins d'un trimestre sur l'activité. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, l'activité normale avait repris. Donc, ce qui n'est pas mesurable et ce qui n'est pas prévisible aujourd'hui, c'est que c'est le second attentat fort qui intervient en France. C'est que la France est vue du reste du monde comme un pays dangereux au même titre que la Tunisie, par exemple, dans lequel il peut y avoir des attentats à répétition. C'est ce que disent les Américains, en l'occurrence. C'est un peu ce que disent les Américains. Après, quelle va être la durée de la mémoire et la durée de l'impact? Je vais te donner un exemple en matière d'outgoing, donc de départ des Français vers l'étranger. L'impact du 13 novembre a duré 15 jours. Et aujourd'hui, on est revenu à un niveau normal de réservation. Les amis confirmeront certainement cela. L'impact sur l'activité in-commune, il est en train de s'atténuer, il va s'atténuer doucement après les vacances de Noël. Le phénomène que l'on constate, c'est qu'il ne concerne pas la France, mais il ne concerne que Paris, étonnamment. Ah oui. Oui, que Paris. Et on ne mesure pas, en revanche, l'impact indirect, c'est les prises de décision d'organisation de manifestations, de congrès qui auraient pu être organisés à Paris en 2016, 2017 ou 2018, et dont l'arbitrage s'est fait en faveur de Londres et de Barcelone, et ça, on ne le sait pas. Donc, impact quand même relativement limité. Alors, il y a quand même une question qui se pose pour moi. Avant tous ces attentats, la cible était précise. Elle était a posteriori presque évidente. Même les 2 tours jumelles. Là maintenant, la cible, c'est une terrasse de café s'il y a du monde. Ça peut être une boutique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe qui. C'est pas nouveau. C'est que nous, on le subit comme étant nouveau parce que c'est à proximité. Les marchés, comme on fait ses courses, ont toujours été la cible du terrorisme. Oui, en Russie. Oui, mais justement, ce qui change, c'est la proximité, mais pas la cible en tant que telle. La Tunisie est une preuve aussi récente. C'était des plages, c'était un musée. Donc la vraie nouveauté, c'est que c'est chez nous, mais pas le fait qu'aujourd'hui tout le monde devient une cible. Et j'avais envie aussi de réagir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure en disant oui, les Américains disent ça, comme si nous n'avions pas une responsabilité sociétale et politique, et j'insiste davantage sur la politique. Des déclarations comme Paris est en guerre, qui ont fait la une de la presse mondiale, ce ne sont pas des Américains qui l'ont inventé, Non, ce sont des propos politiques, qui soient justes ou pas, ce n'est pas l'objet, c'est pas la question, mais la sémantique, l'élément de langage qui ont fait de Paris une ville assiégée, commencer par l'état d'urgence jusqu'à Paris est en guerre, c'est quelque chose que nous avons porté nous-mêmes et qui a été repris par la presse mondiale. Qui aurait presque autant d'impact que l'attentat lui-même. Sur le tourisme parisien, je pense que oui. Un Japonais qui à peine s'est situé la France sur une carte géographique, bien évidemment c'est une caricature, mais qui lit à la une de son quotidien préféré
Paris est en guerre, aura certainement moins envie de s'y Absolument. déplacer que d'aller ailleurs. Ça me paraît d'une banalité, mais cela n'enlève en rien à l'évidence de la chose. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude, les Français, c'est d'habitude on a une voiture de police, peut-être 2 grand maximum. Aux États-Unis, dès qu'il y a un événement juste à un cambriolage, c'est 25 voitures, c'est 200 policiers, etc. Donc quand il y a une situation d'urgence comme il y a eu, on a été un petit peu comme les États américaines. Mais les États-Unis, c'est tous les jours qu'ils ont des morts avec des armes à feu. San Bernardino, c'était bien des terroristes qui ont tué pratiquement une vingtaine de personnes. C'est Donc, 360 aujourd'hui- fusillades dans l'année. Voilà, aujourd'hui on est à la Une limite par de jour. rien du tout. Ça peut arriver n'importe quand. À l'époque, avec Al-Qaïda ou le GIA plutôt, c'était des bombes qui étaient posées. Aujourd'hui, c'est n'importe qui peut tuer parce que ce sont des fous, parce que ce sont des gens qui sont préparés pour ce genre de choses. Et puis il y a des gens, un fou, qui a dit tiens, je vais le tuer au couteau ou autre chose. C'est ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Et je pense que les gens en prennent considération. Alors- Pour Paris, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'étude qui a été faite, à part les Japonais, les Coréens et je ne sais plus quelle nation, peut-être les Italiens, toutes les autres nations sont venues sur Paris. La baisse, elle est surtout importante du côté des provinciaux qui ne sont pas venus sur Paris. Oui. C'était chez nous. Tout à fait juste. Alors, Simplement, je dirais que le tourisme est une victime collatérale de postures politiques à motivation de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une dramatisation qui permet de raffermir une image politique sans penser aux conséquences économiques que peut avoir cette posture-là. mais quand même, on est obligé de se dire que dans l'impact économique du tourisme, des attentats sur le tourisme, même si on peut chiffrer des choses pour l'instant, l'état psychologique dans lequel ça laisse les gens, vis-à-vis du voyage, vis-à-vis du loisir, L'effet est court. L'effet est fort, mais très court. Les attentats, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, on est d'accord, Au siècle dernier, la bande Lampadaire, les brigades rouges, le TA, Mais c'est vieux, ça existait, il y avait des attentats. L'attentat fait partie de notre environnement. L'attentat en France les attentats en France auront tué cette année 150 personnes à peu près. Les accidents de voiture, 3500. Ça t'empêche de prendre la voiture une fois? Elle s'arrête simplement à la télévision, exactement. On s'en les citer, c'est BFM, CITélé et d'autres qui font une information constante sur ça. La seule façon qu'on puisse regarder une chaîne française pour des informations générales, c'est Euronews. Toutes les autres sont braquées sur simplement un événement et on se fait peur et on vend du papier. Et on ne cherche qu'à faire que de vendre du papier. On n'est plus dans la réalité. Mais quand on voit les gens, encore une fois pour les terrasses, ok, il y a eu un effondrement derrière les terrasses, mais il faut bien se souvenir qu'il y avait 2 jours de beau temps et après il a commencé à faire 4-5 degrés. On va plus sur les terrasses. L'hiver, il n'y a pas grand monde. Eh ben, il n'y a pas grand monde en terrasse. Voilà. D'ailleurs, s'il y a crispation, Voilà. en tout cas, s'il y a. Elle est liée à une période où structurellement, De il toute y a. façon, on se rétracte un peu. Et si On on sort voulait moins. monitorer, ça c'est plutôt dans mon métier à moi, davantage ce qu'il y a comme phénomène aujourd'hui, au-delà de Paris et de la province, c'est sur le tourisme qui irait ailleurs français. Or, on est sur des tendances qui sont absolument conformes à la période naturelle, et dans cette période, j'y mets certainement aussi les événements tragiques du 13 novembre, il y a des élections, où en France on a toujours une crispation de la consommation générale, il y a l'effet des vacances de Noël et des festivités. Et là où je voudrais aussi qu'on nuance, c'est que s'il y avait un retard, et d'ailleurs il n'y en a pas, est-ce qu'il s'applique à des réservations à date sur une période de moyenne courte ou sur le long terme, comme ça va être l'été prochain? Parce que quand on regarde ça, finalement, on s'aperçoit qu'on est sur une courbe des ventes et des réservations qui est même haussière à période donnée il y a un an. Alors, juste un dernier point, avant de conclure. On parle d'impact économique. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une hausse des prix, une hausse des coûts? Pourquoi une hausse des prix? Parce que toutes ces mesures de sécurité, elles vont coûter de l'argent. Ça, Comme l'environnement, ça demande une démarche qui est coûteuse. Chaque citoyen payera sur ses impôts encore une taxe supplémentaire, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a C'est pas notre Je pense que usage. la question peut-être sur la les- mesure de sécurité qui serait mise en place, Eh oui. je pense à mon propre... Air France ne peut pas se payer des allers-retours non volés parce qu'il y a une alerte à la bombe. Ils s'en est payé déjà 4 ou 5. C'est privé, c'est une société privée. Oui, mais Non, mais il risque d'y avoir il faut que ça rentre dans les coûts, ça. une augmentation des coûts de la sécurité aéroportuaire ou portuaire, Par exemple. qui sera soit C'est ça, reportée sur l'ensemble
l'ensemble de la population par l'impôt, soit reporté sur les usagers de ces transports, sur les utilisateurs, par la taxe. Mais ça ne va pas... Ça ne va pas freiner le... Je pense qu'une hausse, même, je ne devrais pas dire ça, mais une hausse de 3 € du prix d'une croisière ne va pas freiner l'engouement pour la croisière. Et ce n'est pas non plus la démarche, ni des croisiéristes, et j'ose dire, dans n'importe quelle filière de commerce. Ce n'est pas parce qu'on a renforcé la sécurité dans les hypermarchés aujourd'hui que vous avez l'impact sur le prix du beurre ou de la baguette que vous allez chercher. Non, il y a moins de vols depuis qu'il y a un peu plus. D'ailleurs, ça baisse. Non, c'est justement une économie Et puis on est rassuré par les Schwarzenegger et autres Timon qui viennent avec des beaux sbires qui protègent, etc. Donc Ça, vous avez vu sur la on terrasse. on va conclure sur ça et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le prochain sujet. Merci. On va terminer notre repas avec un troisième sujet, un sujet qui est techniquement important, mais pas seulement puisqu'on parle d'argent, c'est la commission sur le TTC. En ce moment, tout le monde en parle. J'ai le syndicat des agences de voyage, un dirigeant de réseau d'agences de voyage, j'ai un fournisseur, Un payeur. un payeur. Ça met en jeu la TVA, enfin, c'est compliqué. Qui veut prendre la parole sur ce sujet hautement important, à mon avis, beaucoup plus politique et stratégique qu'on ne le croit? Moi, je veux bien. Pourquoi un réseau de distribution que je connais bien, puisque j'ai mes origines, a-t-il initié une rémunération TTC? C'est la première question. C'est parce que la rémunération n'était pas lisible. Je ne parle pas de tous les tours opérateurs, ni les croisiéristes d'ailleurs. Il y avait des éléments qui sortaient de la rémunération. Dès que l'on ajoutait une nuit, la rémunération qui était normalement à 13 ou à 14 retombait à 10. Dès que l'on retranchait une nuit, les promotions prenaient un poids énorme, jusqu'à 80% chez certains tours opérateurs. Donc, l'idée de ces gens-là, ça a été de dire, ayons une rémunération lisible, que le vendeur sache combien il va percevoir quand il fait un acte de vente. Dans tous les commerces, on peut savoir ça. Chez nous, on ne pouvait pas trop savoir. Donc, l'idée de départ était excellente. Ensuite, cette idée de départ, comme elle bougeait les lignes, s'est traduite par des relations parfois un petit peu violentes. Et il faudrait justement sortir ce débat de la violence, de la lisibilité, de la clarté, oui, éviter que des tours opérateurs, et moi je suis le président d'un syndicat qui réunit les tours opérateurs et les distributeurs, les croisiéristes bien évidemment, éviter que les tours opérateurs, dans les surcharges carburant ou les surcharges compagnie, mettent ce qu'ils ont envie de mettre. Comme je l'ai entendu dire, moi j'ajoute 20 € systématiquement parce que comme ça je me refais un petit peu la cerise. Donc éviter ça, ça me paraît sain. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, dans une relation difficile, une vie qui est un contexte difficile pour les TO, il ne faut pas que le coût global de la rémunération soit majoré de ce fait-là. Il faut qu'elle soit plus lisible, mais pas plus chère. C'est faisable. Il faut un peu d'intelligence, un peu moins de rigidité d'un côté, un peu plus d'intelligence de l'autre, et ça peut marcher. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas, Jean-Pierre, juste une question, je dirais, technique. C'est une question de rapport beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Et j'ai le sentiment, c'est ce que tu disais entre les questions, c'est quelque chose de commercial, strictement commercial, ou... Ça reste strictement commercial. Alors, MBC Croisière, on va dire, en la matière, est déjà non pas un bon, mais un excellent élève, puisque notre rémunération s'applique déjà sur le TTC, notamment sur le produit qui est le nôtre. Il faut, par contre, je pense, tout en adhérant complètement et en partageant les propos de Jean-Pierre, et donc du FNAP et de la distribution, il faut peut-être élargir aussi, à la fois sur des produits qui ne nous appartiennent pas et sur lesquels nous-mêmes nous subissons les règles du commerce. Et puis d'une manière générale, je ne voudrais pas non plus qu'on puisse sclérotiser pour la énième fois le débat entre fournisseurs et prestataires, donc distributeurs, autour de la rémunération. La rémunération, c'est un élément, mais il y en a d'autres. Je n'entends que trop rarement parler d'engagement en termes de vente. Pourquoi pas une ristourne si les objectifs ne sont pas atteints? C'est-à-dire on ne peut pas équilibrer la rentabilité d'une entreprise, même dans la distribution, qu'en achetant mieux ou en étant mieux rémunéré sur une vente X. Où est-ce qu'elle est la proaction en termes de pilotage des ventes? C'est l'ingrédient qui aujourd'hui me semble manquer au débat, encore faut-il que ce soit un débat. Ok, mais
est-ce que ce serait pas plus simple, là je pose la question à un agent de voyage, un réseau d'agents de voyage, où il a des airs perdus dans la forêt, parce que tout ça c'est de la comptabilité, c'est compliqué. J'imagine que s'il faut détailler les produits, est-ce que c'est pas plus simple de travailler avec un forfait ou avec un net, au prix net? Si on travaille avec les prix nets, chacun va faire son prix et les clients vont se retrouver avec un même produit avec des prix différents. C'est ce qui se passait en 91, 92 avec des griffes tours et autre chose. Et alors, et c'est comme ça dans préjudice- n'importe quelle Ça boutique. portait préjudice au tour opérateur. Moi, le problème du TTC, pour l'instant, je ne fais que regarder. Je ne suis pas tellement pour de la façon dont on en parle, parce que le problème des agents de voyage, c'est leur ras-le-bol de vendre un produit à 13% par exemple, d'avoir une confirmation à 13% et d'arriver à avoir la facture à 10% ou en dessous. Ou un mélange des commissions à 13 par-ci, à 10 par-là, etc. et personne s'y retrouve. Ça, c'est un élément important dans la négociation. Le coût du TTC, si c'est pour majorer les prix, pour commissionner sur des taxes ou des surcharges et autre chose, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Je ne suis pas sûr, comme tu disais très justement, qu'on soit gagnant-gagnant et là on va faire du rapport de com. Je pense aussi que le distributeur a intérêt à se remettre en question. D'abord, savoir prendre de l'argent au client, savoir se faire payer ses services et à la rigueur, s'il le doit, s'il le veut, il peut prendre des marges supplémentaires par rapport à ses services. Parce que l'agence de voyage, elle est présente 6 jours à 7 jours sur 7 sur son téléphone portable et ça c'est un service qu'il pourrait faire rendre. Donc si le distributeur Ça, ne je sait pas comprends, se rémunérer, ce langage-là, non je le plus, comprends, parce que le producteur ne peut pas je suis rémunérer client dans une plus, boutique, à mon moi. avis, mais par contre il faut une ligne correcte, savoir exactement qu'est-ce qui est 13, qu'est-ce qui est 10, etc. et ne pas faire de mélange. À partir de ce moment-là, je pense que le TTC... Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui Ouais, est sur le j'ai durable? toujours- Parce que là c'est mine de rien, à terme, ça peut avoir des conséquences durables. Moi, j'ai toujours été favorable au prix net parce que justement, la commission que met l'agence de voyage, c'est sa valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée de ses services, de ses compétences. Et le prix net, c'est le prix du tour opérateur. Et c'est dans tous les commerces, même de grande distribution, tous les prix des produits ne sont pas les mêmes. Ça dépend du marché, ça dépend du quartier, ça dépend. Et le prix net, pour moi, c'est ce qui résout toutes les problématiques, celui du tour. C'est vrai que dans la grande distribution, yaourt Danone n'est pas le Non, même mais prix faut pas comparer. chez Carrefour, chez Leclerc. Il ne faut pas machin. comparer. Si on fait du prix net, les agents de voyage ne vont pas savoir se rémunérer. Elles vont prendre 1%, 1,5%. Ça va être une guerre pourquoi elles comme ne les seraient brokers. pas- elles sont Parce qu'elles ne commerçantes savent pas. comme les Non, autres. non. Pendant des années, on a parlé de conseillers en voyage. Résultat des courses, ils savent plus ce que c'est que de vendre. Quand tu leur dis il faut prendre des frais ou des marges, comme par exemple le prix net en aérien, les gens disent mais attendez, prendre des frais, c'est voler le client. On en est encore un petit peu dans cet esprit-là. Ça a évolué. Mais si on fait ça, à une certaine époque, on avait des tours opérateurs qui avaient une véritable valeur ajoutée. Je pense au MVM de l'époque, quand ils vendaient Maurice, que personne ne faisait, Austral Lagon ou d'autres produits, c'était les produits nouveaux. Aujourd'hui, les tours opérateurs ont quasiment tous les mêmes produits. Et les croisiéristes aussi, c'est plus ou moins les mêmes produits. Comment valoriser d'une agence de voyage à une autre le 1%, le 2%? Il faut qu'on reste sur une base de commission fixe. Après, il y a des produits sur mesure ou des produits qu'on peut rajouter et sur lesquels on peut prendre des frais. Et là, Alors l'agent de donc voyage peut gagner. la commission calculée sur le TTC, ça vaudrait aussi pour les produits vendus à la carte ou sur mesure? Ah non, sur la carte, c'est autre Non, chose. non, non. Sur la carte, Non, c'est l'agence. la C'est carte, que pour le forfait. la carte, c'est C'est d'abord pour le package. l'expression commission TTC n'est pas une bonne expression. Oui. C'est commissionnement sur le brut client, sur le prix payé par le client, sur le prix vendu au L'ensemble des client. prestations Sur achetées. l'ensemble des prestations. Non, mais ça ne fonctionne pas sur les produits construits par les agences de voyage. Là, l'agent de voyage fait un travail d'assembleur et il prend la marge qu'il estime de vous correspondre au travail qu'il a effectué. Ça n'a rien à voir. Donc quand on dit TTC, c'est pas la TVA, c'est pas tous ces machins. Parler de la rémunération, il y a un prix de vente au client, Voilà. un prix de vente que veut maîtriser le producteur ou le croisiériste parce qu'il veut maîtriser son prix, il veut faire attention que l'on ne dévalue pas ou que l'on n'augmente pas et qu'on ne le fasse pas sortir du marché en augmentant les prix, il veut le maîtriser. Donc ça s'appelle le brut client, le prix D'accord, payé brut par client. le client, et c'est là-dessus qu'il est légitime d'avoir une rémunération. Mais c'est le brut client hors TVA. Non, le brut client comprend tout, y compris les taxes, Y compris les la surcharges TVA. de carburant, tout. Et d'autres prestations annexes aux produits de base. Dans le cas d'un croisiériste, c'est la cabine, mais ça peut être la chambre pour un hôtelier. À partir du moment où il y a un packaging avec des prestations annexes. Donc si je comprends bien, il faut évidemment, surtout dans une période comme celle-ci, où les prix seulement trouver peut-être pas un compromis, mais une solution qui ouvre les portes pour tout le monde. Pas de violence, de l'intelligence. Voilà. C'est Nous beau, sommes ça. d'accord. C'est beau ça. Ah non, mais je suis admiratif. C'est Ça, normal. j'aime quand tu dis ça. C'est normal. Tu le notes sur toi.
Merci. Puisqu'on en est au Maxime, le tourisme sera responsable ou ne sera plus. Exactement, je pense, oui. Mais c'est comme tout. Je vous remercie en tout cas et pour, C'est le vendeur, c'est le vendeur qui est responsable. pour cette participation à ce déjeuner. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera très vite.